Moi, je m'appelle Max, je vais avoir 37 ans. Et comment je me présente je suis, j'ai pas mal de passions, je fais de la zik, je fais du jeu de rôle, je fais du skate, je m'occupe de plein de trucs. J'essaye de perdre le réflexe qu'on a souvent de se présenter quand on a un passif psychiatrique, de se présenter par rapport à la maladie. C'est une déconstruction personnelle, ça, par exemple. Pour commencer, est-ce que tu as envie de nous expliquer si tu as eu affaire à la justice ou à la psychiatrie en premier, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, et comment ça s'est passé dans ta vie? Ouais, en fait c'est un peu difficile, c'est un peu entremêlé, justice et psychiatrie dans mon histoire, parce que ça a commencé par des gardes à vue répétées, par un rapport à la police qui savait où j'habitais, etc. Et ça a été compliqué pour mes proches de me faire interner dans un premier temps. Dans un second temps, ça a été difficile d'en sortir. Mais au début, ça a été difficile d'y rentrer. Et je dirais, j'ai eu affaire un peu aux deux en même temps, parce que moi, dans mon histoire, c'était très lié, parce que mon entrée en psychiatrie, elle s'est faite par rapport à une arrestation. Tu veux dire quels ont été les différents passages dans ta vie où tu as été contraint de rentrer dans des institutions psychiatriques? Ouais, alors il n'y en a pas eu tant que ça en fait, mais faut pas. Ouais, c'était lié avec mes épisodes délirants, donc qu'on appelle un peu bouffées délirantes. Donc, que moi, le diagnostic qui a été posé par la suite, donc c'était la schizophrénie, ils appellent paranoïde, mais aujourd'hui on parle plutôt de spectre de la schizophrénie. C'est-à-dire que j'étais dans un délire total, quoi. Je parlais avec les arbres, avec les oiseaux, j'avais des accès de violence. En fait, moi j'ai eu affaire au juge des libertés, qui conditionne un peu ta condition de patient, de quelles sont les modalités de ton internement, de est-ce que tu as le droit de sortir de ta chambre, qui évalue à peu près ta dangerosité. Moi, il faut savoir que c'est le plus long internement, c'est le préfet qui l'a choisi. Et pour le premier, c'était ce qu'on appelle une HDT, donc une hospitalisation à la demande d'un tiers. Donc c'est mes parents qui en avaient fait la demande parce que j'étais délirant et violent. Et ils ont mis à peu près 6 mois à me faire interner la première fois. Et je suis sorti au bout de 2 semaines parce qu'en fait j'étais dans mon délire mystique et j'ai manipulé les psychiatres pour sortir. Et du coup je suis sorti. Et la première fois que j'aurais dû avoir affaire à la psy, c'était à ma première décompensation, donc à 25 ans, où je me suis jeté par la fenêtre, donc du 2e étage. Et on m'a demandé si je voulais avoir un suivi. Et j'avais refusé à l'époque, parce que je consommais pas mal de stupes et je pensais que c'était ça. Et j'étais à 1000 lieues de me penser qu'il y avait un truc pathologique derrière. Donc la première étape c'était ça. La seconde, l'internement à la demande de mes parents, qui a duré 2 semaines. Et la troisième qui a duré donc 3 ans en psychiatrie adulte classique à la demande du préfet. Ensuite en UMD pendant 6 mois. Donc ça j'étais à Avignon à l'UMD de Montfavet. J'ai fait une rechute où là j'ai été interné à l'UA3 à Saint-Étienne. Du coup avant j'étais à Roanne. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la différence entre ces différentes institutions? Ces différentes institutions, disons, comme tu l'as dit déjà, c'est des institutions, donc il y a pas mal de points communs. Ce qu'on appelle aussi des lieux de privation de liberté. C'est-à-dire, c'est un lieu qu'on nous vend quand même pas mal pour le soin, pour le bien de la personne. Mais ce que j'ai trouvé quand même assez paradoxal dans mon histoire, c'est que quand j'en avais besoin, et donc avant que je fasse un acte assez grave, c'était compliqué pour moi, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, de se faire interner. Donc si c'est un lieu de soins, si c'est un lieu de bienveillance et de prévention, pourquoi c'est difficile de se faire interner quand on sent qu'il y a une dangerosité qui est naissante, alors qu'il est difficile d'en sortir quand on sait qu'on est dangereux pour la société? Donc après, moi ce que je dirais dans les différences, c'est une question de notion de liberté, quoi. Disons, la psychiatrie, par exemple, c'est échelonné entre ce qu'on appelle être en quartier ouvert ou fermé. C'est-à-dire enfermé, t'es dans ta chambre, t'as une cour, on compte tes cigarettes en général,
t'as un goûter, enfin c'est un truc un peu routinier, mais disons que c'est un peu contraignant quand même. Enfin assez contraignant quoi. T'es dans un espace clos, t'as une petite cour, voilà. Après t'as le secteur ouvert, ce qui s'appelle ouvert, où t'as les clés de ta chambre. Donc où t'as une cour. On avait un parc à Roanne, moi j'étais à Roanne. Et après t'as l'UMD quoi, qu'on peut appeler un peu prison psychiatrique, mais qui est un autre lieu de privation de liberté, où là qui est un lieu de on va dire assez haute sécurité. Donc là tout est c'est un peu comme en prison quoi, t'as des temps de promenade, de cours, ils font ce qu'on appelle du séquentiel je crois. C'est-à-dire que t'as pas les clés de ta chambre, c'est pas toi qui décides quand tu sors, quand tu rentres, et ils évaluent ton niveau de dangerosité par rapport à la sécurité des infirmiers, des psys, des machins. Et par rapport à ça, ils te donnent plus ou moins de liberté, te mettent dans des pavillons, plus ou moins, ça fonctionne un peu à la récompense, c'est un peu éducation par la contrainte, c'est un rapport à l'autorité qui est assez bizarre. Ils ont ce truc de rapport à la frustration, parce qu'ils évaluent ta dangerosité par rapport à ta résistance à la frustration, quoi. Un truc comme ça. Ça se concrétise comment, par exemple, d'évaluer la résistance à la frustration de quelqu'un ? Alors moi, on me l'a expliqué comme ça. Pour te dire, moi, quand je suis arrivé en UMD, j'attendais mon jugement. Mais ouais, pour te dire, je suis arrivé en UMD, j'étais déjà sortant d'un point de vue médical, depuis plus d'1 an et demi, donc plutôt en pleine conscience de mes moyens. Ça veut dire quoi, être considéré comme sortant d'un point de vue médical, mais okay. Être quand même dans une autre institution ? C'est-à-dire que moi, c'est le juge des libertés qui avait décidé que je ne pouvais pas sortir de ma chambre ou du secteur fermé de l'hôpital classique avant mon jugement. À l'issue de mon jugement, que je pourrais sortir. Donc d'un point de vue justice, à ce moment-là, j'étais enfermé. Mais il y avait une contradiction avec ma psychiatre de l'époque. J'ai vu différents psychiatres qui me disaient que d'un point de vue médical, j'étais sortant. En fait, si j'ai passé 3 ans en psychiatrie, c'était pas parce que j'étais soigné d'un point de vue médical. C'était pour la justice, pour attendre mon jugement, en fait. C'est pour ça que ça durait aussi longtemps. J'aurais pu y rester 1 an et demi, en gros, quoi. En fait, tu t'es retrouvé, en gros, à purger une peine à l'hôpital. C'était pas du soin, c'était purger une peine. C'est quand j'ai vu comment on l'appelle, la juge d'instruction. En fait, mon avocat, il avait dit que j'avais 90% de chance de dormir en prison. Mais en fait, elle m'a pas mis de provisoire. J'étais pas en provisoire, mais je suis retourné en HP à ce moment-là. Donc on peut estimer que j'ai fait ma provisoire en HP, en fait, ouais. Mais ça n'a pas de statut légal, si tu veux. Donc après, tu étais dans ce statut où tu aurais pu être remis dehors, mais en fait, tu as été transféré dans une UMD. Ouais. Alors ça, c'était un peu... Il y a eu pas mal de flou sur mon dossier, quoi. Parce que j'avais ma psychiatre qui me disait « Vous êtes sortant, on se bat contre la justice, on est là avec vous. C'est inadmissible qu'on n'ait pas la main mise là-dessus, que ce soit le juge qui décide, machin, on n'est pas une prison. » Elle disait que d'un point de vue éthique, pour elle... qui était médecin, c'était pas tolérable pour elle, par exemple, cette situation, qui était ambiguë, quoi, entre justice et soins, quoi, parce qu'il n'y a plus de justification de soins. Moi, je me trouve en UMD, alors ça s'est passé, c'était un peu fourbe, du point de vue du corps soignant, parce qu'on me l'a vendu comme, oui, vous verrez, vous aurez une piscine, un stade, une salle de sport... des billards, vous pourrez sortir de votre chambre, fumer quand vous voulez. Parce qu'en fait, le juge d'application des peines, le juge des libertés, pardon, pour lui, je pouvais pas sortir de ma chambre d'un point de vue légal. Je sais même pas comment c'est possible, je sais même pas si c'est légal en fait. C'est juste que même sortir fumer une clope dans la cour, du point de vue du juge des libertés, c'était pas possible. Mais du coup, t'étais dans une pièce qui était fermée à clé ? Ils ont pris des libertés en fait, la psychiatrie. Ils m'ont laissé sortir dans la cour, ils m'ont mis en secteur fermé. Mais bon, enfin, t'es dans une cour, fumer des clopes, ta télé, enfin c'est l'enfer quoi. C'est un peu l'enfer. Et après c'était pire du coup. Parce qu'on m'a dit, oui, on va vous envoyer là-bas, vous pourrez sortir, il y aura un cadre plus sympa, machin. Bon, c'est vrai qu'on était entre nous quoi, il y avait un peu plus de vie quoi quand même. Mais on me l'a vendu comme ça. Et en fait, quand je suis revenu du MD, donc 6 mois après, on m'a dit oui, mais il fallait aussi qu'on évalue votre dangerosité, vous comprenez. Alors que ça, on ne m'avait pas vendu comme ça à la base, quoi. Moi, j'ai accepté d'aller en UMD, alors que je savais pas qu'il y avait une commission tous les 6 mois, qu'il y a des gens qui passent des années, voire leur vie.
Donc c'était quand même dangereux, quoi, d'être interné en UMD, c'est pas rien, quoi. Puis dans un dossier psychiatrique, même par rapport à un médecin ou à une institution, ça fait flipper encore. Parce qu'on a des préjugés de documentaires à la con, de stéréotypes, quoi, qu'on véhicule sur les schizos, enfin sur les pathologies en général, quoi. Et donc ils t'ont demandé ton accord pour l'UMD ou ils t'ont mis de force ? Ils m'ont demandé validation, mais en gros c'était déjà acté. J'aurais pu refuser, mais ils ont vraiment fait le forcing. Alors, je suis arrivé là-bas, pour te dire le tarif d'entrée, on parlait de résistance à la frustration. Je suis arrivé en UMD, donc j'étais sortant depuis 1 an et demi, donc stable. Je suis arrivé là-bas, déjà j'ai été emmené en ambulance, menotté avec 2 infirmiers, attachés sur un lit. Je suis arrivé là-bas, on m'a dit déshabillez-vous, on m'a mis dans une pièce, on m'a balancé un pyjama, et je suis resté 1 semaine dans une pièce avec un matelas et un lavabo. Un matelas et un chiotte. 1 semaine avec une clope par jour, en pyjama, avec une couverture et cahier, et une clope par soir. Et ça c'est le tarif d'entrée, quoi. Alors que j'arrive là-bas, moi je suis stabilisé depuis 1 an et demi. Donc d'un point de vue médical, il n'y a plus de dangerosité à tester en fait. Et c'est ce qu'ils appellent cette résistance à la frustration. Moi je le compare, pour voir si un chien il mord ou s'il est agressif, tu lui mets pas des coups de bâton, quoi. Moi je l'avais vécu un peu comme ça, quoi. Il te casse, il te brise, quoi. Après ça va avec tout le concept de dépersonnalisation, du fait que t'as pas accès à tes vêtements, que t'as pas la coupe de cheveux que tu veux. Tu vois, il y a un côté, on essaye de construire un peu un citoyen, des trucs complètement normés qui ont pas de sens chez toi forcément, tu vois. Je dis pas que tout le corps médical ou toute la psychiatrie est comme ça, mais on est soumis aux préjugés et aux personnalités et aux opinions quand même des gens qui constituent le corps soignant, quoi. Enfin, ça ressemble à quoi la vie quand t'es dans une UMD ? En UMD, moi ce qui m'a surtout aidé à tenir, c'est les rencontres. Alors les rencontres, tu verras, on parlera si tu veux, mais le public des UMD, c'est quand même varié, quoi. On peut dire UMD, ça veut dire... Unité malade difficile. Il y en a une au Vinatier, il y en a une à Avignon, il y en a plusieurs en France. Unité malade difficile, c'est-à-dire que nous on était entourés par une fosse, des murs, des portails d'entrée sécurisés, des gardes, des infirmiers qui ont toujours des sédatifs sur eux en piqûre et des moyens de nous contraindre s'il y a un problème. Moi j'ai quand même assisté à des trucs assez chauds, quoi, où ils sautaient sur un mec qui était en crise d'autisme, qui souffrait d'autisme et qui était en crise à ce moment-là. Ils étaient à 3 dessus, à le piquer pour l'enfermer dans sa chambre. C'était quand même assez chaud. Puis t'as un climat qui est chelou, tu vois, ils comptent tous les couverts. Tu sens qu'il y a un climat un peu de peur, quoi, et ça nous conditionne à avoir un peu peur de nous-mêmes, quoi. Tu te dis, ah ouais, putain, en fait, si ça se trouve, je suis dangereux, alors que t'es stable, que ça va, quoi, tu vois, depuis un moment. Même s'il y a eu des phases où moi, par exemple, c'est vrai que j'ai été dangereux pendant une période de ma vie, ouais. Mais ça me définit pas en tant que personne. Enfin, ça me définissait plus en tant que personne à ce moment-là, en tout cas. Mais c'est, prison psychiatrique, puis il y avait des gens qui venaient de prison, on en parlera peut-être aussi, mais... moi j'ai rencontré mes potes que je me suis fait là-bas, il y a pas mal qui venaient de l'islam radical, des musulmans radicaux. Moi j'ai rencontré un mec qui s'appelait Amin, son père il était recruteur Al-Qaïda, donc il avait quand même un passif par rapport à ça, mais je sais pas si ça relève vraiment de la psy, tu vois, parce que entre vraiment croyances radicales, machin, et délire mystique, des fois la frontière elle est floue. J'étais enfermé avec un militaire algérien aussi, qui était en guerre un peu contre sa hiérarchie en prison, et qui était, lui ça ressemblait vachement plus à un truc politique pour le coup. Donc en fait on a des statuts un peu bâtards là-bas, c'est un peu un fourre-tout l'UMD où la prison veut pas de nous et la psychiatrie veut pas de nous non plus. Ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est que des fois faire passer pour de la folie des choses qui sont pas de l'ordre de la folie, c'est une manière bien pratique de caser les gens quelque part. Ouais, c'est ça. Il y a différentes choses, quoi. Il y a des gens qui avaient des comportements violents. Après, je sais pas s'ils m'ont dit toute la vérité par rapport à ce qu'ils avaient fait, mais moi j'ai rencontré des gens qui m'avaient l'air, en tout cas c'est toujours difficile de juger parce que bien sûr tous les handicaps ne sont pas visibles, quoi, mais les gens que j'ai rencontrés là-bas avaient des discussions, étaient cohérents, rationnels. Ça ressemblait vachement à des trucs politiques. Il y avait pas mal de mecs de quartier
qu'il y avait des embrouilles. Mais après, il y avait un passif par rapport à la psychiatrie, mais j'ai l'impression que ça sonnait un peu comme la punition. La punition parce que t'es quelqu'un de violent, et ben on t'envoie en UMD, on te brise, tu vois. Des gens qui étaient violents en prison, des gens qui étaient violents dans la rue. Mais la violence, c'est pas forcément une preuve de folie, en fait. Ou des gens qui étaient croyants, quoi, tu vois. On nous vend la laïcité républicaine. Des gens qui avaient la foi, en fait. Qu'on allait affubler de délires mystiques ou... Ok, mais dans ce cas, ben, si tu crois au mythe de la natalité et que la Vierge elle a enfanté, est-ce que c'est rationnel? Non. Est-ce qu'on va t'enfermer? Non. Donc je pense que c'est politique aussi, ouais. J'ai pas rencontré de catholiques intégristes en UMD, quoi. Quand tu parles de briser les gens, en fait, c'est quoi les moyens qu'ils ont pour briser les gens? Ça me paraît extrême, en fait, de dire briser les gens, mais c'est vrai, je l'ai dit, mais en fait, c'est insidieux. C'est-à-dire, c'est pas on va te mettre des coups de bâton. Enfin, être séquestré, être contraint, être attaché, être privé de liberté, c'est des contraintes fortes, hein, on est d'accord. Ça participe à briser. Parce qu'en fait, on te fait miroiter un peu plus de liberté, un peu plus de clubs, un peu plus de parcs, un peu plus de... peu de choses, mais pour toi, ça compte, en fait. Et du coup, on te conditionne un peu à être sympa avec le personnel, à être conciliant. Moi, en fait, j'ai pas un tempérament... j'étais pas en contradiction avec le corps, j'étais pas en guerre contre eux, quoi. Ouais, je vivais ça un peu comme une peine, et puis j'avais besoin de me remettre aussi, c'est vrai que j'avais besoin de soins à ce moment-là, donc je l'ai pris un peu comme ça, tu vois. Mais déjà, on te prive de tes vêtements, on te prive de ton apparence, t'as pas accès à tes passions, tu vois tes amis, ta famille, au début que ta famille, tu les vois rarement, quoi, parce que bon, c'est pas hyper cool comme cadre de voir un pote, puis t'as pas forcément envie d'être vu dans ce... Puis il y a les traitements aussi qui brisent. Parce qu'en fait, bon, maintenant ça a changé depuis pas longtemps, mais si tu veux, la méthode, moi j'étais sous un neuroleptique d'ancienne génération qui s'appelle l'Aldol. Je suis rentré, j'ai pris 20 kilos, je bavais, j'avais du mal à parler, donc j'étais en train de mettre en place une stratégie pour me suicider là-bas, parce que pour moi c'était pas possible de vivre comme ça, tu vois, que je le jugerais jamais chez quelqu'un d'autre, tu vois, quelqu'un qui est bien comme ça, y a pas de souci. Mais pour moi c'était pas possible, quoi, de perdre ma personnalité, ma tchatch, mon style, machin, enfin c'était pas possible. C'était plus moi, quoi. Et du coup, ça participe à briser une personnalité. Le fait que t'aies pas tes vêtements, ton apparence, tout ça, c'est dépersonnalisant. Et puis tu vis dans un cadre où on est qu'entre nous, quoi. C'est validiste, en fait, comme cadre. En fait, c'est hyper hiérarchisé, quoi. T'as le corps soignant, t'as les patients, quoi. C'est hyper hiérarchisé. Et on nous infantilise, enfin... On nous fait faire des activités... Enfin, t'as pas envie de jouer aux petits chevaux à 35 piges. Enfin, t'as autre chose à faire, en fait. T'as juste autre chose à faire de ta vie, quoi. Et après, on te met en ce qui s'appelle séquentiel petit à petit, comme quand tu rajoutes de l'eau à un poisson pour pas qu'il crève, quoi, tu vois. Enfin, de se dire, on m'a mis en hôpital 2 jours, il y avait 3-4 jours par semaine complets à attendre dans une pièce pour rien, quoi. Pour rien faire. Juste pour pas pouvoir faire autre chose. Alors que moi, j'avais mes potes à voir, j'avais ma famille, j'ai des groupes de zik. Tu vois, j'essaie de me remettre sur les rails, quoi, un peu. Et du coup, ça, en fait, ça te brise, et ça te contraint. Ça te brise, mais ça te forge aussi. Parce que forcément, au bout d'un moment, tu crées des velléités, enfin, tu crées des... Comment dire... T'as un peu une haine de l'institution qui se forme un peu automatiquement, quoi. Parce qu'on te traite comme un gosse. Et ouais, y a rien qui va, quoi. Après, ça, c'est parce qu'on parle de contraintes, on parle de tous les aspects négatifs. Mais il y a eu du positif aussi, bien sûr. Enfin, j'ai pas fait... Quand je te dis, j'ai perdu beaucoup de temps, mais il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans qui ont été utiles pour moi, quoi. Où j'ai eu un accès aux soins parce que j'étais perdu totalement dans ma vie, quoi. Parce que j'avais des hallucinations de fou, parce que je vivais dans un monde de dingue, quoi. Puis j'avais des délires de persécution aussi, tu vois. Donc c'était pas confortable comme situation. Et c'est vrai que je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti... en partie grâce à moi, parce que j'ai fait des choix sur ma vie, et aussi grâce en partie aux institutions, parce que j'ai eu accès aux soins, parce que les diagnostics étaient justes, il n'y a pas eu d'errance médicale, et puis ils ont été à l'écoute quand j'ai voulu changer de traitement aussi, tu vois. Je suis passé sous un neuroleptique de seconde génération, avec beaucoup moins d'effets secondaires, où j'ai pu me remettre au sport, où j'ai pu parler normalement, tu vois, enfin... Donc ouais, il y a du pour et du contre, quoi. Mais tout n'est pas rose en psychiatrie, ça c'est clair.
C'était quoi la différence de traitement entre des personnes qui sont en UMD et qui sont détenues et des gens qui ne le sont pas? Alors, du point de vue de l'institution, il n'y en a pas vraiment. Ils sont tous traités comme patients. Par contre, il y a une différence entre les patients, tu vois, et qui se répercute aussi, et qui est valable pour la prison aussi. Nous, on nous appelle les endormis, quoi. On nous appelle les endormis, il y a pas mal de préjugés parce qu'on a des troubles psy, quoi. Et c'est vrai que moi, je l'ai senti des fois chez des gens qui venaient de prison en UMD, qui hiérarchisaient quand même dans leur tête les gens qui avaient une pathologie et de ceux qui en avaient pas, en fait. Après, l'institution, c'est du cas par cas. Moi, je peux pas vraiment te dire. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un excès de soins. Tu vois, que des fois, on allait traiter des problèmes qui n'existaient pas, ou inventer des trucs, des diagnostics qui n'étaient pas forcément avérés, quoi. J'avais l'impression qu'il fallait qu'on justifie le fait qu'ils soient en UMD alors qu'ils y avaient été envoyés de façon arbitraire, tu vois. Comment tu fais pour sortir de l'UMD? Pour sortir de l'UMD, en fait, t'as une commission tous les 6 mois. Donc c'est le tarif, c'est tous les 6 mois, pour tout le monde c'est pareil. Et tous les 6 mois, tu passes devant un collège et tu dois te défendre ta sortie. Il y a du corps soignant, puis il y a de la justice en face de toi dans ce collège, il me semble. Je sais pas exactement. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient là pour traduire, parce qu'il y a des gens qui parlaient pas français. Et tu dois défendre ta sortie, et j'imagine que c'est pas facile pour tout le monde, ça dépend où t'en es un peu dans ton évolution par rapport à ta pathologie, tu vois. Mais c'est tous les 6 mois, et c'est reconductible à l'infini. J'étais enfermé avec un mec qui avait un diagnostic qui était dit dégénératif, en fait, qui avait de la paranoïa. Donc d'un point de vue médical, il n'y avait pas de perspective d'évolution. Donc en fait, il savait qu'il allait passer sa vie là-bas. Il n'y avait aucune perspective de sortie, tu vois. En moyenne, on y passe 1 an, ça peut être plus. Moi, j'y ai passé 6 mois. Parce que, encore une fois, j'étais stabilisé depuis longtemps, et puis j'ai pas fait de vagues, quoi. J'étais pas violent, on m'a mis en pavillon de sortie direct, sans être j'ai pas fait de la lèche, quoi, tu vois, mais j'étais pas problématique avec l'institution, donc ils m'ont mis un truc sortant. Je suis sorti vite parce que j'ai pu me défendre. Puis en fait, je me suis défendu en disant je suis pas un malade difficile, je suis pas venu là pour ça, c'est pas la raison qu'on m'a donnée pour venir ici. Moi, je pouvais simplement, j'avais un statut, j'expliquais ma situation, j'avais un point de vue légal, machin. Mais bon, parce que c'était clair dans ma tête. Enfin, imagine quand t'es pas forcément stabilisé ou que t'as à te défendre. Tu vois, bon, peut-être qu'il y a des médiations, enfin peut-être qu'il y a d'autres modalités. Moi, je sais pas exactement comment se passent tous les collèges de tout le monde. C'est quoi la différence entre un UMD et une prison? Honnêtement, je sais pas, parce que je suis pas allé en prison. J'ai échappé de justesse, je dirais, parce que j'avais un diagnostic de posé, parce que j'étais déjà à l'hôpital. Parce que moi, je suis rentré pour une tentative d'homicide. Et du coup, en fait, c'est les flics qui m'ont emmené en HP, parce que j'étais délirant. Je disais des trucs totalement incohérents. Enfin, c'est une cohérence à ce moment-là pour moi, mais que pour moi, quoi. Moi, pour la plupart des gens avec qui j'en ai parlé, qui avaient fait les deux, ils m'avaient dit qu'ils préféraient la prison, à cause de l'obligation de soins. Comme je te disais, ces traitements qui t'éclatent, quoi. Qui te clouent au sol. Et la méthode, elle a changé. Maintenant, ils partent de la dose minimum pour trouver la dose minimum utile. Avant, ils partaient du maximum pour trouver la dose minimum utile. Donc, ils surdosaient. Ce qui fait que t'es un légume, quoi. Plus tous les effets secondaires, prise de poids, sédation, tout ça, quoi. Enfin, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur cet endroit-là. Disons que tout est dans le nom, quoi. C'est un lieu de privation de liberté, quoi. Avant tout. C'est aussi un lieu de soins, mais honnêtement, ils ont pas les moyens de soigner les gens. C'est plus liberticide que bienveillant, quoi. Il me semble, et c'était traumatisant. Notamment la première semaine, plus le séquentiel, plus les repas à heure fixe, en boucle, la douche le matin obligatoire. Enfin, tu te lèves à 7h du mat, t'as pas envie de te doucher, tu préfères te doucher le soir, t'as pas le droit. C'est des trucs qui font pas sens, tu vois. Enfin, c'est très autoritaire. Et ouais, c'est traumatisant comme expérience, ouais. Donc tu sais pas quand tu sortiras, tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors, quoi. Donc ça aussi, c'est dur à vivre, quoi. Après, sinon, au niveau entre nous, entre patients, c'était plutôt cool, c'était plutôt le point positif. On soutenait vachement, on avait des bonnes ententes des rapports amicaux, quoi. Et ça, c'était chouette, ouais. Ça faisait une respiration un peu, quoi. Ça veut dire quoi, le soin, pour toi? Le soin, pour moi, ça s'arrête à ce qui a été positif pour moi. C'est-à-dire tout le côté intégration, réinsertion, éducation, je le considère pas comme du soin. Pour moi, ça a été un soin chimique.
chimiques, parce que j'ai pris les molécules qui m'ont stabilisé, qui m'ont aidé, trouver la dose utile. Donc ça pour moi c'est du soin, et j'étais consentant au soin. Tu vois, parce que tu peux, même si j'étais sous obligation de soin, mais j'étais consentant. Donc après, j'arrêterai pas mon traitement aujourd'hui, par exemple, tu vois, personnellement, quoi. Parce que ça me fait du bien. Mais pour moi, le soin, c'est principalement ça. Ça a été principalement le contact avec les autres patients, en fait. Plus qu'avec le corps médical. Parce qu'on s'entraide vachement. Parce qu'on s'écoute. Parce qu'on a des problématiques communes. Du coup, on peut se faire avancer les uns sur les autres, en fait. Ça fait partie du soin aussi, je trouve, le rapport aux autres. Et particulièrement entre nous, quoi, entre personnes soignées. Et au-delà de ça, il y a tout un truc dans les institutions, mais que tu retrouves dans à peu près toutes les strates de la société, qui sont genre un peu de l'éducation, de la réinsertion, de l'autorité, qui pour moi sont une pure perte de temps, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Ça marche pas, quoi. Je crois. Voilà. Moi j'ai entendu parler de plusieurs personnes qui ont eu des formes de folie qui se sont déclenchées suite à des passages répétés au mitard en étant incarcérés et qui du coup sont sortis fous. Ouais. Ça m'évoque que la maltraitance, ça crée des traumas, quoi. Ça s'appelle de la séquestration. Et que effectivement, je pense qu'on parlait d'autorité, on parlait d'éducation autoritaire. Effectivement, je pense que ça marche pas, quoi. Que ça crée plus de problèmes que... C'est une punition, quoi. C'est une maltraitance. Il n'y a rien à en tirer, enfin, comme leçon, quoi, tu vois. Mais moi, c'est pareil, j'étais contenu. Donc j'étais attaché à un lit. Parce que j'ai un bon gabarit, parce que je suis arrivé pour des faits, quand même, de violence avérés, quoi, tu vois. J'ai mis un coup de couteau à mon voisin, quoi, tu vois. Donc... j'étais attaché. Mais tu vois, j'avais une copine qui avait des troubles borderline. Elle, pareil, elle est restée attachée, mais pendant des semaines, des mois, où elle pouvait même pas aller aux toilettes, quoi. Donc voilà, c'est des trucs qu'on partage avec les gens de la prison, quoi. C'est-à-dire qu'on a des traitements qui sont de l'ordre de l'humiliation, de la dégradation. Donc c'est juste de l'autorité mal placée, en fait. C'est te contraindre, te briser. Mais en fait, tout ce qui crée, c'est la haine de l'institution. Et des traumatismes, et pourquoi pas des pathologies, j'imagine que c'est possible. Que si tu restes enfermé dans un mitard, que t'as pas de contact humain, que tu peux rien faire d'autre, que t'es entre quatre murs, effectivement, tu tournes la carte, enfin c'est logique, quoi. Ça paraît logique. Qu'est-ce que tu penses de quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, qui est un gros lieu commun en fait, dans des procès qui en général sont médiatisés et où il y a tout un enjeu sur être reconnu comme fou ou pas, ouais. Et où on entend parfois dire que être reconnu comme fou, ça serait la carte de la facilité parce qu'après, tu échapperais à la prison et sous-entendu, ce que tu vis, ça serait facile par rapport à la prison. Ouais. Dans un sens, ça peut paraître un peu un stéréotype ou un préjugé, mais moi, dans mon histoire personnelle, en fait, je vais plutôt le confirmer, ce biais-là. Parce qu'en fait, moi, il y avait un expert psychiatre à mon jugement. Et en fait, moi, j'étais effectivement vachement en attente d'une expertise qui dise qu'il y a un diagnostic de posé. Mmh. Et moi, j'attendais une abolition de discernement. Parce qu'en fait, sinon, j'allais faire 10-15 ans pour tentative d'homicide avec préméditation en prison. Et en fait, moi, j'ai fait 3 ans. Et j'aurais dû faire 1 an et demi, enfin bref. Donc oui, dans mon cas, effectivement, j'étais soulagé qu'il y ait un diagnostic et c'était plutôt cool pour moi de pas aller en tôle. Parce que j'ai pas perdu 15 ans de ma life, parce que c'était 3 ans, parce que je pouvais voir mes potes de temps en temps, machin, tu vois, si tu veux. Mmh. Donc effectivement, dans mon sens, je dis pas que c'est général, je dis pas que c'est toujours le cas, parce qu'il y a les cas inverses aussi. Mais moi, j'étais plutôt content, qu'il y ait une abolition déclarée. En fait, t'as 2 types d'abolition de discernement. T'as l'abolition partielle, où t'es accessible au pénal au tiers de la peine.
et l'abolition totale, où t'es pas accessible au pénal. C'est un peu litigieux, mais en gros t'es accessible au civil, mais pas au pénal. Et une peine de prison, ça relève du pénal. Donc quand il y a une abolition déclarée, en fait, vu que t'as été jugé, la justice a entre guillemets fait son travail, donc il te repasse entre les mains de la médecine. Et du coup, si t'es sortant ou stabilisé du point de vue médical, ben t'es sortant. Okay. Sous condition, parfois de réinsertion forcée, parfois d'hôpital de jour, comme on disait, de 4 jours par semaine. Moi j'ai rencontré des gens qui buvaient 2 bières par jour, qui avaient des aménagements de poste, qui pouvaient pas mener leur vie comme ils voulaient, qui étaient obligés d'être là 3 jours par semaine en sortant de taf adapté, ou des gens qui se baladaient avec un couteau dans la main en ville, qui n'arrivaient pas à se faire interner. Tu vois, donc on dit oui et non, quoi. Parce qu'il y a des gens qui préféreront aller en prison, parce que c'est pour qu'on brise ta vie, que tu passes ta vie en UMD, que tu sois sédaté, que tu sois traité. Effectivement, je peux comprendre. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la honte là-dedans. Parce qu'on a un rapport à la pathologie qui est honteuse. C'est difficile d'admettre qu'on est fou, c'est mal vu, et dans toutes les strates de la société, tu vois. Donc il y en a qui préfèrent aller en prison aussi pour ça, quoi. Mais moi j'ai pas été en prison, je pense qu'il y a pas mal de similitudes quand même, notamment dans le rapport aux autres. Parce qu'on est vachement soutenant, tu vois, les clopes ça compte, on charbonne les uns pour les autres. Je faisais rentrer des cartouches, des trucs comme ça. À l'époque, il y avait des gens qui consommaient, tu vois, on arrivait à trouver du shit, des trucs, tu vois. C'est un peu la routine, si tu veux, et la routine de la prison, même si je l'ai pas connue, je pense, ça y ressemble. Tu vois, ben, t'as un gâteau, t'as un jus de fruits, ben, tu partages avec ton pote, t'essaies de trouver des clopes, tu vois, enfin, tu t'occupes, quoi, tu fais des trucs, quoi. Si on te contraint un traitement qui te sédate complètement, qui fait que t'es plus bien dans ta personne, et que ça te mène au suicide, ben c'est quasiment une peine de mort, en fait. C'est-à-dire qu'on te prive de qui tu es. Il y a eu un suicide et une tentative de suicide dans mes proches là-bas. C'est commun, en fait, en psychiatrie. C'est commun et c'est banalisé, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a un profond mal-être. Donc ouais, je pense que pour certains, c'est préférable d'aller en prison. Parce que tu sais quand tu sors, parce que t'es pas privé de ta personnalité. Maintenant, moi, j'ai préféré faire 3 ans de psy, sortir et redevenir maître de mon soin. Parce que maintenant, j'ai plus d'obligation de soins. Je suis consentant à telle dose, mais pas à telle dose. Je me connais, tu vois. Je me mets pas en danger par rapport à la maladie. Mais moi, j'avais des vraies problématiques de soins, quoi. C'était avéré, quoi. J'ai préféré faire 3 ans que 15, en fait. J'étais soulagé que l'abolition, elle sonne. Enfin, des expertises, j'en ai eu 4. Il n'y en a aucune qui se contredisait. Mon diagnostic, il est hyper clair parce que je suis le stéréotype du schizo, quoi. Je coche toutes les cases, quoi. J'avais toutes les hallucinations, j'avais la persécution, j'étais en délire total, quoi. Et j'ai fait un délire une bouffée délirante de 2 ans et demi, quoi. En fait, on parle de bouffée délirante quand ça excède pas 1 mois. Et en général, on pose un diagnostic du spectre, de la schizophrénie, quand ça dépasse 3 mois. Moi, ça a été 2 ans et demi. Et effectivement, j'étais complètement dépossédé de ma vie à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était la parole d'un psychiatre qui allait déterminer si j'allais passer les 10 ou 15 prochaines années de ma vie en prison ou non. Donc ouais, je serre un peu les poings, je serre un peu les dents au tribunal, ouais. Je veux bien juste te poser encore cette question-là, ouais, qui touche plus aux préjugés et aux discriminations qu'il y a envers, entre guillemets, les fous, ouais. Que ce soit en prison ou en dehors. T'en as déjà parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire par rapport à ça ? Moi, je suis un peu en train de me former là-dessus, sur les questions de validisme et tout ça, tu vois. C'est pour ça, déjà, je m'excuse si j'ai employé des mots ou si j'ai eu des propos qui n'étaient pas forcément justes ou adaptés, tu vois. Parce que je suis encore en formation là-dessus. Et je dirais que la première personne stigmatisante pour les fous, c'est soi-même. Ce qu'on appelle l'autostigmatisation, c'est soi-même, mais c'est par le biais de la société. C'est-à-dire que le regard qu'on porte sur nous va nous contaminer, qu'on va porter nous-mêmes un regard stigmatisant sur nous-mêmes. Donc se définir en tant que fou, aller dans des endroits spécifiques où on n'est que entre patients, ou moi je fréquente pas les GEM par exemple. Parce que j'estime que j'ai à vivre dans le monde classique, en fait. Et au contact du monde classique. Tous les gens qui ont un handicap, par exemple, visible, qui sont en fauteuil roulant, ils sont pas tous entre eux et jamais ailleurs. Enfin, même si c'est le cas, ils sont frappés de validisme, tu vois ce que je veux dire, mais ça fait pas sens, quoi. Et de se dire que, en fait, on fait partie du monde réel, quoi. On fait partie du monde réel et qu'on n'a pas à être mis à la marge entre nous. Pour moi, ça fait pas sens. Et puis, ça aide pas, quoi. Ça aide pas parce qu'on se définit avant tout comme patient, quoi. Comme patient, comme fou, comme j'ai une pathologie, comme toi t'es quoi, je suis ci, je suis ça, enfin tu vois, on n'est pas un diagnostic, quoi.
on est une personne complète. Et je pense que c'est bien de sortir un peu de tout ça, quoi, des endroits spécialisés, quoi. C'est une des strates du validisme aussi, tu vois, de se dire que, comme au cinéma, quand t'as une personne handicapée, ben, en fait, ça veut dire que le film traite de ça, quoi. T'as pas le frère ou la femme handicapée qui est juste un personnage, en fait. C'est dans un truc que j'ai écouté assez récemment, mais qu'on critique pas mal, le Téléthon, les Jeux paralympiques, qui véhicule pas mal de stigmates, en fait, qui visibilise la pathologie comme quelqu'un en souffrance, qui a besoin d'aide. En fait, la vie de fou, elle peut être cool aussi, tu vois. Moi, je me suis posé la question de si je voulais pas y retourner, tu vois, dans mon monde magique, tu vois. Bon, la réponse est non, parce qu'il y a la persécution, il y a la dangerosité, donc moi j'ai fait ce choix-là, tu vois. Mais on peut aussi apprendre à vivre avec la maladie, et c'est charmant, quoi, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois. On fait partie de ce monde, quoi, comme tout le monde, quoi.